Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Bon ben voilà, Hamilton champion du monde pour la 7e fois, 4e fois consécutive, et avec panache en plus. Ah si, c'est avec panache. Parce que quand même, être nulle part dans un week-end de course très compliqué, partir 6e et finalement profiter des conditions de piste, des pilotes en difficulté, tout ça. Non franchement, c'est un titre que là, il a bien mérité dans une course qui a été superbe, on va pas se mentir. J'avais quand même beaucoup de doutes sur cette course depuis le vendredi. De toute façon, on va voir tout ça tout au long de la vidéo. Soyez les bienvenus dans le débriefing des Formula sur le Grand Prix de Turquie. Moteur. Parce que oui, on retrouve la Turquie, l'Istanbul Park, un circuit qu'on adore qui développe 5,3 km, qui est réputé pour son fameux virage 8, ce triple quadruple gauche que les pilotes prennent, enfin, auraient peut-être pu prendre à fond cette année, mais bon, c'était pas le cas. La dernière fois qu'on est allé à Istanbul, c'était en 2011, c'était même une victoire de Sebastian Vettel sur Red Bull à l'époque. Et depuis, plus rien, même pas une grosse course majeure sur ce tracé, hormis le rallycross qui utilisait les tout derniers virages. Mais bon, le rallycross, il n'a pas encore réputation. Bref, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas allé sur ce circuit, qui n'a pas eu une grande course, que ce soit de la F1, de l'endurance, du GT ou d'autres catégories, hein, hormis le rallycross, comme je vous disais. Et c'est même depuis 2015, vous me croyez pas, une concession. Enfin, concession automobile de location, voilà. Puisque le naming du circuit Intercity, c'est juste une société de location de voitures. Comme Sixt, Rent-A-Car, tout ça. Ouais, et pour le peu de courses qu'il y a eu grâce à Intercity, hein, des courses de Clio Cup ou de Mégane, si on peut appeler ça des voitures de course. Bref, il n'y a pas eu énormément de roulage depuis sur ce tracé. Et d'ailleurs, la piste, elle fut critiquée dès le premier roulage du week-end, dès la première séance, parce que certains ont même accusé à tort Pirelli de leurs pneus. Ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que, bon, déjà, je trouve que c'était trop facile d'accuser le manufacturier ce week-end. Non, il se passe que la piste fut resurfacée 2 semaines avant la course. Un petit peu dans le même scénario que Portimao. Il n'y a pas eu de roulage avant le week-end. Et du coup, on s'est retrouvé avec une piste verte dans le jargon, mais alors bien verte. Hein. Même trop verte. Une piste qui brillait, qui était très glissante. Les chronos, je ne vous en parle même pas, très loin par rapport aux autres courses. On était vraiment à 10 secondes du record qui est toujours détenu par Juan Pablo Montoya, pas battu ce week-end. Et les limites ont été pas loin du chrono qui nous a bien rappelé Canal+, du chrono de Franck Montagny sur sa Super Agori en 2006. Et ouais. Ah ouais, non mais c'est vrai que ce week-end à Istanbul, les pilotes étaient carrément en délicatesse. Ils n'ont pas osé attaquer comme ils auraient voulu. Ils n'ont pas trouvé les bonnes limites pour placer la voiture comme il faut. Il y a eu beaucoup de critiques de la part des pilotes, de Pirelli, parce que même Pirelli a dit que s'ils auraient su, ils auraient amené une autre gamme de pneumatiques. Ils ont amené la plus dure, les C1, C2, C3. Et d'après leur dire, ils ne savaient même pas que la piste aurait été resurfacée. Et ça aurait été le cas, ils auraient peut-être amené une gamme un peu plus tendre. Ouais, il y avait même un commentaire d'Hamilton qui s'en demandait mais pourquoi ils ont resurfacé et pourquoi ils ont mis des millions pour resurfacer une piste alors que c'était, comme il disait, de la 1 avec un grand M, enfin avec un grand S en version originale. Non, déjà, très honnêtement, je comprends pas. Pourquoi ils ont resurfacé la piste? Ou plutôt, pourquoi à chaque fois que la Formule 1 arrive, que ce soit sur un circuit connu ou alors nouveau, ils sont obligés de refaire la piste. Mais pourquoi? Pourquoi la Formule 1 est obligée de rouler sur un billard? Pourquoi?
Ça dérange de les voir, ces voitures rouler sur des circuits bosselés, avec un asphalte pas très propre, un peu plus abrasif. Non, pourquoi toujours tout refaire, mettre des millions le temps d'un week-end? Parce que dans le cas de la Turquie, c'est vraiment le temps d'un week-end. Si on reprend Portimao, qui a accueilli donc la Formule 1, qui a accueilli le week-end suivant, de mémoire, c'était l'European Le Mans Series, qui a accueilli le MotoGP, ou va encore l'accueillir, je ne connais pas le calendrier, vous m'en excuserez. Dans ce contexte-là, oui, là je serais d'accord. Mais pour ce qui concerne Istanbul, juste un nettoyage aurait suffi. Ah bah oui, on enlevait les mauvaises herbes qui sortaient des vibreurs, des, des espaces, des bacs à graver, voilà, pardon, je cherche mes mots. Mais non, mais voilà, c'est pas possible de se dire, allez, on met des millions pour une piste qui rend de la graisse à chaque fois que ça roule, qui a été même renettoyée, rebalayée juste avant le premier roulage, parce qu'on a pu voir quelques zones un peu humides. Non, moi, déjà, ce qui m'a choqué quand même, c'est voir une piste qui brillait. Les pilotes disaient, mais on roule sur de la glace. Et c'est le cas, mais franchement, hormis ça, je crois que le plus embarrassant, c'est peut-être bien le vendredi soir. Avec une boutade, quelqu'un a dit, on pourrait peut-être faire rouler toutes les voitures de location sur la piste, histoire de la gommer. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont fait. Ils ont pris les voitures de location, ils sont allés chercher les Clio Cup Intercity, et ils ont aussi allé chercher les balayeuses pour gommer, nettoyer la piste. Ridicule. Honnêtement, ridicule. Ah oui. Et puis, on pensait que ça serait amélioré pour la suite du week-end. Bah non. Le samedi, la pluie s'est invitée. Honnêtement, on n'aurait pas une piste qui aurait été fraîchement resurfacée. Ah ben la pluie m'aurait pas dérangé. D'ailleurs, pour ce qu'on a vu sur tout le week-end, j'aurais, j'aurais pas dit non, j'aurais pas, non, ça aurait été bien. Mais deux conditions différentes en même temps, ah, c'est une catastrophe. Quand même, on a eu une séance du vendredi compliquée. Le samedi, c'est pas mieux. Bah moi, je vous propose une chose, c'est qu'on avance parce que franchement, sur la piste, c'était ni fait ni à refaire. Et je vous propose qu'on passe aux qualifications parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on y va. Oh que oui, il y a des choses à dire et je vais garder un très mauvais point pour la fin. Vous voyez déjà ce que je veux dire. Bon, cette qualification, elle fut longue à cause de la météo et de la piste, on va pas revenir. On a eu beaucoup de pilotes en difficulté sur, sur les trois parties de la qualification. D'ailleurs, on entendait même les voitures qui essayaient de chercher la motricité pour essayer de faire passer la puissance des roues au sol. C'était très compliqué. Ah bah ça, je peux vous dire, on les a très bien entendus et pour presque tout le monde. Et du coup, bah déjà, on a eu une Q1 qui a été interrompue par deux drapeaux rouges. Le premier qui a été très long à cause de la météo, la pluie qui s'est très bien abattue sur la piste. Et le deuxième drapeau rouge, qui lui a été un peu plus rapide. Malheureusement pour lui, ah oui, il a été provoqué par Romain Grosjean. Ouais, je sais, c'est regrettable, il va être encore critiqué, tout ça, mais bon. Déjà, il pilote une As, c'est pas la meilleure voiture du plateau. Et puis oui, son erreur a été un peu dommage. Et surtout, il manquait pas grand chose pour qu'il rattrape un morceau de bitume qu'il y avait derrière le bac à gravier où il s'est retrouvé tanké. Il manquait pas grand chose. Enfin, c'est avec ça. Donc du coup, qualification bien perturbée, bien longue, mais quand même une piste qui va évoluer au fur et à mesure des roulages. On a quand même eu certains coups d'éclat selon les moments. Il y avait eu de très bons chronos. Il y a aussi eu de la déception. C'est fait de voir ceux qui ont été éliminés en Q2. Et puis surtout, il y avait Max Verstappen qui faisait une masterclass depuis vendredi. Ah ouais, non mais franchement, il maîtrisait son sujet. En tête aux 3 séances, il était exceptionnel partout. Il maîtrisait. Il aurait même pu avoir la pole position facilement. Ah, mais, même, il avait la pole, quoi. Il avait la pole. C'est, bon,
Je suis pas fan de Verstappen, hein, je vous le dis, hein, c'est histoire de vous dire ce qui se passe pour lui. Mais au moment où Sergio Pérez prend le meilleur temps provisoire en Q3, Verstappen doit avoir quoi 2-3 secondes d'avance facilement, largement. Et non, son équipe le rappelle pour qu'il rentre au stand, pour qu'il change de pneus, pour qu'il passe des pneus pluie aux pneus inter. Des pneus inter qu'il va même pas réussir à exploiter comme il veut. Et c'est bien simple, il va laisser échapper la pole à une... Vraiment, si la pole, ça lui tendait les bras, c'est... Vas-y Max, viens, allez pour toi la pole. Il l'aura pas. À cause d'une erreur stratégique de son équipe. Et pourtant, je vous jure, j'avais vu les partiels. Ça s'allumait en violet de partout. Et, ils auraient quand même pu laisser lui finir son chrono parce qu'il était bien. Il aurait pu avoir un excellent chrono. Ah, ils l'ont fait rentrer. Et ils l'ont fait rentrer. Et donc du coup, il ne l'aura pas. Ni lui, ni les Mercedes d'ailleurs. Ah non, les Mercedes, grosse difficulté depuis le vendredi, que ce soit en essai, en qualif. La pole, me direz-vous, elle revient encore à qui? Elle vient à qui même? C'est Lance Stroll qui signe sa première pole position avec Racing Point. C'est le 101e pilote à signer une pole en Formule 1. Le dernier en date à l'avoir fait, c'était Pastor Maldonado. C'est pour vous dire si ça remonte. Et Racing Point est également la 40e équipe à signer une pole position. La suite de la Q3, vous la voyez, vous faites pause pour mieux voir. Verstappen derrière qui s'est intercalé entre les Racing Point. Perez de 3e, suivi de Albon. Ricciardo 5e sur la grille. Hamilton est juste derrière, c'était une mauvaise qualification de cette année devant Ocon. Raikkonen, Bottas et Giovinazzi dans le top 10. Ça place les deux Alfa Romeo en Q3. Et la grille de départ, elle s'affiche avec Vettel et Leclerc qui se retrouvent 11e et 12e. Gasly 13e qui sera reculé définitivement bon dernier après des pénalités. Magnussen suivi de Sainz qui s'est pris 3 places tout comme Norris avec 5 places de pénalité. Kvyat, Grosjean, Latifi et Russell. Techniquement, les Williams devaient être présentes sur une grille, mais elles sont restées au stand avant le début de la course. Et en plus, cette qualification a été vraiment perturbée donc, par la météo, mais aussi par les sorties de piste. Parce que beaucoup de pilotes étaient sous enquête en raison des multiples drapeaux jaunes qu'on a eu dans la séance. Finalement, on n'a eu que les McLaren qui ont été pénalisés. Enfin, si on regarde les deux pénalités, il n'y a que Norris qui n'a pas respecté les drapeaux jaunes. Carlos Sainz a seulement gêné Perez. Donc voilà. Et puis donc, comme je vous le disais, Gasly qui devait partir deuxième du coup, il a été renvoyé en dernière position à cause de son équipe qui s'est emmêlé les pinceaux par rapport à des changements de composants sur son moteur. Ils ont déclaré, ils n'ont pas déclaré, tout ça. Puis finalement, ils ont dit, allez hop, toi tu pars dernier, on n'en parle plus. De toute façon, c'était pas un très bon week-end pour Gasly. Et puis, avant qu'on passe à la course, regardez, j'ai un coup de gueule. Vous l'aurez deviné. La Q2, quand elle a commencé, elle s'est faite sous le drapeau jaune, au tout début. Tout le monde était étonné, Et pour cause, parce qu'en fin de Q1, Nicolas Latifi s'est sorti, s'est retrouvé tanké dans un bac à gravier, il ne pouvait plus sortir, voilà. Et donc, quand la Q2 a débuté, on s'est dit, quand même, la voiture de Latifi, elle doit être évacuée depuis le temps. Que nenni. Elle était toujours en piste, La grue et les commissaires qui évacuaient la voiture étaient encore en action. Ils retournaient à leur emplacement. Non, c'est pas possible. À quel moment la FIA a appris du Japon 2014? À quel moment? Pourquoi ils n'ont pas retardé le début de la qualification de, je sais pas, de 5-10 minutes pour laisser le temps au commissaire d'évacuer la voiture en toute sécurité? Pourquoi avoir lancé la Q2 son drapeau jaune? Et pourquoi avoir fait ça? Et il y a eu beaucoup de réactions des journalistes, des experts, des pilotes, des fans également. Non mais
Bref, après ce coup de gueule, je pense qu'il est temps quand même de passer à la course. Allez, on y va. Il pleut à nouveau sur cette piste d'Istanbul. Allez, après quoi, une bonne demi-heure avant l'ouverture des stands, avant que les voitures arrivent sur la piste pour la reconnaître pour la première fois, bah, je peux vous dire que certains vont s'en souvenir malheureusement, parce que déjà, on a Giovinazzi qui, bah, il va sortir dans son tour de reconnaissance. Il va même être évacué alors qu'il est encore dans sa voiture, sécuritairement. Tiens, encore une fois, je sais pas si c'était bon. Enfin, il a quand même pu repartir. D'ailleurs, ça c'est l'avantage de sa voiture, hein, qui a le moteur Ferrari. On a beau dire ce qu'on veut sur le Ferrari, mais le moteur Ferrari, c'est le seul où tu peux redémarrer grâce à l'énergie des batteries. C'est le seul. Donc, on aura bien Giovinazzi sur la grille. Hein. Bon, du coup, on a les ronds cassés, photo réparée, nettoyer, enlever les gravés, tout ça, voilà. Et puis, toujours dans le tour de reconnaissance, t'as qui? T'as Russell qui va taper à l'entrée de la sortie des stands, le pauvre. Et t'as aussi Latifi qui rentre. Parce que Williams, qui bien sûr n'a pas les meilleures qualifications, hein, ils sont dit, vu les conditions, on va partir des stands, on va modifier quelques réglages sur la voiture, on sera bien. Et puis c'est vrai que rien que de la situation qu'on connaît depuis vendredi avec une piste bien glissante, une piste très verte, hein, qui ne s'est même pas gommée finalement de tout le week-end, la pluie, hein. On s'est dit comment on va procéder pour le départ. Est-ce qu'on aura une procédure normale avec des voitures en départ arrêté, ou alors si on démarre derrière un safety car? Bah finalement, ça sera un départ arrêté et je sais pas comment certains ont préparé leur procédure de départ, mais je peux vous dire, ça a été laborieux pour certains. Déjà, dans les premiers tours, on a les Racing Point qui en ont profité, qui sont envolés, bien sûr. Hein, Stroll devant, suivi de Perez. Et derrière, on a Verstappen, tout comme Albon. Et comme d'autres, hein, de mémoire, il y a Leclerc, il y a Bottas aussi. Non, il y en a d'autres. Hein. Ils sont restés collés sur un grille. Bah, rien que pour Verstappen, le patinage. Il est monté très fort dans les régimes. Alors pour passer à la puissance sur sol mouillé, ça n'a pas été chose facile. Il a vraiment galéré le Hollandais. Par contre, derrière, on a un très bon envol des Renault qui, eux, ont réussi à démarrer à très bas régime. Franchement, le départ de Renault, il était super. Jusqu'au premier virage. Ben oui, les deux se sont malheureusement sabotés. Ricardo s'est fait prendre en sandwich. Il a dû toucher Ocon. Merci d'être venu. Du coup, Ocon tête à queue. Bottas, qui arrive juste derrière, va faire pareil. Hein. Il part en tête à queue, mais tout seul, hein, comme un grand. Et d'ailleurs, Bottas et Ocon, ils vont encore se recroiser dans ce premier tour, au niveau du virage 8, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que cette fois, c'est Bottas qui part en aquaplaning et qui va toucher Ocon, et les deux repartent encore en tête à queue. Voilà. C'est vraiment les deux pilotes qui ont vécu un calvaire dans ce début de course. Parce que voilà, Ocon du coup il s'est retrouvé loin, Bottas a été complètement perdu. On aurait dit Felipe Massa à Silverstone en 2008. Ah oui, allez revoir la course, vous comprendrez. Pour vous dire qu'il était tellement perdu, Bottas, il va se faire prendre un tour par Hamilton. C'est ça son plan. Donc voilà. Par contre, il y a aussi un autre pilote qui a vraiment fait un très bon départ. Et là, franchement, on s'y attendait pas, c'est Vettel. Il partait quoi 11e, il s'est retrouvé 3e. Il a même bloqué les Red Bull derrière lui pendant un petit moment. Il était quand même en contact des leaders ou des autres siders. Il était même en lutte avec Hamilton, malgré si c'était que de l'observation. Mais Vettel était d'un coup. Ah oui, il nous a réussi un vrai départ. Il a réussi à très bien gérer que ce soit les changements de pneus, que ce soit les conditions.
Faudrait que Binotto soit plus absent plus souvent en course. Je sais pas pourquoi. Mais bon, on va quand même pas se mentir, hein. Tout au long de la course, la piste sera quand même délicate. Il y a même des pilotes qui vont s'arrêter de bonne heure. Ils vont quitter leurs pneus pluie pour les pneus à terre, pour les pneus intermédiaires. D'ailleurs, tout le monde avait les pneus pluie au départ. Sauf les Williams qui, je vous rappelle, partaient des Stones, eux ont choisi les inters. Bon, alors c'était très bien, mais ça n'aura pas duré longtemps, malheureusement. Et en plus, il y a très peu de pilotes qui ont fait leur arrêt, enfin, qui ont fait un seul arrêt. Ils sont 3 de mémoire. Ils ont fait un seul arrêt à tenir toute la course avec les intermédiaires. De toute façon, ça, après, on va y revenir dans pas longtemps. Parce qu'il faudrait quand même que je revienne sur un fait marquant de la course. Bah, c'est quand il y en a un qui a perdu bêtement toute chance de gagner le Grand Prix. Hein. C'est Verstappen. Ah ouais, depuis le début de la vidéo, j'en parle beaucoup de Verstappen. Mais là, franchement, il nous a fait une bévue. Il revenait sur Pérez. Il préparait vraiment le passé. Sauf que Verstappen, il était trop pressé. Il était tellement collé à la Racing Point du Mexicain qu'à un moment, il va être déventé, il part en large, et puis alors le reste, du spin. Ah, franchement, ouais. Ah, il a eu du bol, mais c'est complètement idiot ça barre. Ah, franchement, il était bien. Il arrivait à mettre une certaine pression sur Pérez. Il prenait même les vibreurs. Ce qui n'est pas vraiment conseillé quand vous avez une course humide, hein, comme ça. Bah, il les prenait allègrement. Oh oui, il y allait. Sauf qu'il a voulu vraiment aller trop vite. Et il est parti à la faute. Comme, je vais pas dire comme un débutant, mais pas loin, quoi. Il a vraiment fait une erreur idiote. Résultat, il ruine carrément sa gomme. Hein. Maintenant, il n'a plus une gomme ronde, hein, il a une gomme carrée. Hein. Ah ben, je peux vous dire, quand vous roulez à 150, 200, vous sentez bien qu'il y a des vibrations sur les pneus. Après des têtes à queue comme ça. Bon, après, hein, c'est pas le seul tête à queue qui fera. Hein. Enfin, tout le week-end, hein, qui n'est pas parti à la faute. Sinon, bien un qui n'est pas parti à la faute, c'est la safety car. Et ouais, merde, Melander, c'est peut-être le seul qui n'est pas parti en tête à queue de tout le week-end. C'est pour vous dire. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, puis là je vais encore gueuler aussi, Verstappen est sous enquête pour avoir mordu la ligne blanche à la sortie des stands. Il a glissé, chef. Par contre, ouverture de l'enquête en cours de course, mais qui est annoncé qu'il sera jugé après la course. Non mais attends, on a 4 commissaires qui sont débordés apparemment, vu qu'il se passe presque rien en piste, qu'il n'y a pas de grosses fautes, qu'il n'y a pas d'accrochage, qu'il n'y a rien du tout. Les mecs sont pas foutus de capables dans l'immédiat de dire oui ou non si Verstappen a fait une erreur. Non, faut attendre la fin de la course pour dire qu'il n'y a pas de pénalité. Non mais tout ça pour ça. Non mais sérieusement, je sais pas pourquoi ils ont attendu si longtemps. Est-ce que c'est compliqué de dire dans les médias si un pilote a oui ou non fait une faute? Là, dans le cas de Verstappen, il a un peu glissé. Il y a juste une roue qui a mordu sur la ligne de la sortie des stands. La ligne, il faut pas qu'il la touche. Verstappen l'a fait, malheureusement, voilà. Et il faut attendre la fin du Grand Prix pour savoir si oui ou non il y a pénalité ou pas. Bah, heureusement qu'il n'a pas gagné la course, Verstappen, sur le moment. Ah bah, vous imaginez, Verstappen déclassé parce que a mis une roue sur la ligne de sortie des stands. Mais après la course. Non, là, il est fier, hein. Et puis dans la course, il y a surtout une erreur stratégique que va faire Racing Point pour Lance Stroll. En fait, les écarts se réduisaient entre les deux voitures de l'équipe anglo-canadienne et puis les autres concurrents. Avec les conditions de piste, les pneus intermédiaires se dégradaient différemment sur chaque voiture. L'équipe ne sait même pas quoi faire. Elle a ses deux voitures en tête, ils ont les cerveaux en ébullition, ils sont dans un stress absolu. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire.
Est-ce qu'ils arrêtent leur pilote? Est-ce qu'ils laissent en piste? C'est très compliqué parce que quand on n'est pas habitué à mener une course avec ces deux voitures, c'est vrai que c'est facile de dire qu'ils peuvent faire un et deux, mais bon, personne n'est Mercedes qui veut. Et comme Racing Point n'est pas du tout habitué à cette situation, ils étaient en stress. Voilà. Alors, quand je dis que Racing Point n'est pas habitué à cette situation de mener une course, on pourrait dire pareil pour AlphaTauri à Monza. Sauf que c'est une situation très différente. Pour ici, ils ont fait un choix. Ils ont préféré arrêter Stroll, qui lui aussi ne savait pas s'il fallait continuer ou s'arrêter. Et très honnêtement, quoi qu'il arrive, ils n'ont pas pris la bonne décision. Que ce soit pour l'arrêter, c'est ce qu'ils ont fait, ou peut-être même le laisser continuer en piste, qui peut-être qu'à un moment il aurait encore arrêté. Ils ne pouvaient pas deviner. Ah bah oui, c'est... Là-dessus, malheureusement, Stroll et même Racing Point a perdu bêtement la course. Bon, ils ne pouvaient pas savoir, comme je vous dis. Ils n'étaient pas... Ils ne pouvaient pas vraiment savoir comment gérer cette situation. Déjà, avec une piste très bien verte, des pneus qui se dégradent, la plus bon. Comme je vous dis, personne n'est Mercedes qui veut, ou Ferrari, ou McLaren, ou n'importe quelle autre équipe. Quand on n'est pas habitué à voir ces voitures en tête de course, le stress il monte. Et du coup, avec ce deuxième arrêt au stand, Stroll il va chuter progressivement au classement. Les Ferrari, les Red Bull, les McLaren vont le passer et le poleman il va presque finir en dehors des points. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il aurait fallu laisser continuer peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'il aurait pu faire tenir sa gomme aussi longtemps? Ça, Sergio Pérez, il sait bien le faire. Là-dessus, c'est vrai, le Mexicain, il sait très bien gérer. Et du coup, avec toute cette dégradation de pneus, ça rebat toutes les cartes. Et du coup, il y en a un qui sort de nulle part. Ah mais vraiment, limite on l'a carrément oublié. Enfin, on l'a carrément oublié. On disait, peut-être qu'à la fin du Grand Prix, il serait champion du monde. On a retenu que ça. Mais qui c'est qui débarque comme ça, sans crier gare, alors qu'on monte dans un train sans crier train? Lewis Hamilton qui va prendre la tête de la course en passant Pérez. Et il va plus la lâcher. Et non, le pilote britannique ne lâchera plus, il maîtrisera cette course jusqu'au bout, jusqu'au dernier virage, malgré des doutes, malgré quelques erreurs. Et du coup, ça donne une victoire de Lewis Hamilton, 94e victoire devant Sergio Pérez et Sébastien Vettel, au dernier virage qui décroche le podium du pilote allemand face à son coéquipier Charles Leclerc qui termine 4e. Malheureusement, qui était très en colère, ça on va en revenir après. Carlos Sainz 5e devant Verstappen, Albon, suivi de Norris et Stroll. Ricciardo qui complète le top 10 et le meilleur tour qui revient à Lando Norris. C'est vrai que le meilleur tour a beaucoup voyagé entre les Red Bull, les Mercedes, les Ferrari, les Racing Point et même les McLaren. On a eu une course très sympa. Je pensais même pas qu'on aurait eu un truc dans le genre, mais on avait quand même beaucoup de doutes avant le départ, on va pas se mentir. Puis là, franchement, on a eu une course magnifique, on a eu une belle victoire, une belle leçon même, parce que franchement, c'est de tout ça, de ce Grand Prix des équipes, on va parler dans le bilan des équipes et on y va maintenant. Allez. Et on va commencer par les champions du monde avec Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Lewis Hamilton champion, ça on en vient juste après les classements. Ou sinon, il y a un petit timecode qui est là. Vous pouvez aller faire un petit raccourci si vous voulez. Donc Mercedes sur tout le long de ce week-end, ils étaient carrément en difficulté. Comme tout le monde, vous me direz. Mais là, c'était vraiment le cas. Ils étaient nulle part en essai, nulle part en qualification et un retour surprise en course, mais ça concerne Hamilton, attention. Ça concerne Hamilton qui a vraiment pris son temps pour faire sa course. Il y a eu une gestion parfaite du départ,
une gestion aussi qui a été très bien gérée derrière Vettel, même s'il a rencontré quelques soucis de frein, hein. Apparemment des freins qui surchauffaient, bah ça peut arriver, hein. En plus, les équipes ont de temps en temps l'habitude de cacher les écopes des freins pour essayer de les chauffer au plus vite, hein. Mais n'empêche là, Hamilton, malgré quelques fautes et donc ses soucis de frein, il a réussi une course presque parfaite. C'est une victoire de maître vraiment aujourd'hui avec ce 7e titre de champion du monde. C'est vraiment une excellente course de la part du Britannique, contrairement à son coéquipier, hein, Bottas, qui part à la faute tout seul, en aquaplaning avec Ocon au virage 8, hein, et puis après, plus rien. Il se fait même prendre un tour par Hamilton. Là, Bottas, grosse déception pour le Finlandais. Il était nulle part ce week-end. Je voudrais bien essayer de le sauver, mais alors là, non, désolé, là je peux pas. J'ai beau essayer, mais je trouve rien. Non, désolé, Bottas, on a retenté en 2021 pour le titre. Et s'il te plaît, change de plan, hein, parce que celui-là, cette année, il était nul. On passe à Red Bull. Allez, c'est un peu une déception quand même pour Red Bull qui fêtait ce week-end son 300e Grand Prix en Formule 1, mais qui était vraiment dans le coup tout au long du week-end. Malheureusement, il y a eu ce mauvais départ de Verstappen. C'était à queue. Son impatience derrière Perez. Ah, franchement, trop vite, Verstappen. Il n'a pas fait la course qu'on aurait pensé de lui. Lui, d'habitude, qui est bon sous la pluie. Là, il ne l'était pas du tout. Il n'était pas vraiment en confiance. C'est un peu vraiment une déception de ce côté-là. Parce que je pense déjà, comme je vous disais en qualification, il aurait vraiment pu avoir la pole position. Et malheureusement, il n'a pas eu à cause de son équipe. Il a vraiment loupé son départ. Il aurait même pu signer un très bon résultat. Limite, il aurait quand même pu finir sur le podium. Mais son erreur idiote derrière Perez, ça lui a fait tout perdre. Mais vraiment. Et puis son coéquipier Alex Albon, lui qu'on dit toujours en suspens de son avenir, tout ça, qu'on ne sait pas de ce qu'il va faire. Bah franchement, ce week-end il déméritait pas. Il était quand même dans le coup. Il a fait des très bons chronos. Il était bien. Bon, lui aussi il a fait des fautes, hein, comme tout le monde. Mais il était là. Il arrivait quand même à faire une bonne course. Il n'était pas si loin de son coéquipier finalement. C'est peut-être une course qui va jouer pour lui, pour son avenir. Vu comme ça se voit pas. Mais je pense qu'en interne, peut-être que là, Albon, il a marqué des points. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira, hein. De toute façon, Red Bull lui laisse un peu de temps, enfin, un peu plus de temps pour savoir si oui ou non il reste ou pas. Enfin bon, on verra par la suite. On va passer au champion de ce week-end. C'est Racing Point. Ah, franchement, c'est les champions du week-end. C'est franchement eux. Sauf pour la stratégie pour Lance Stroll, qui nous a fait une surprenante pole position, qui maîtrisait son sujet en menant la course. Et malheureusement, je le dis, je le répète, les conditions ne l'ont peut-être pas aidé. Il ne savait pas vraiment ce qu'il devait faire en tête de course. Quand vous êtes jeune pilote et quand vous vous mettez vous-même dans cette position, on a du mal à savoir de ce qu'il faut faire. Après, la course aurait été sur piste sèche. Peut-être que oui, ça aurait aidé. Ou si... on peut imaginer tous les scénarios qu'on veut, mais c'est vrai que là, Racing Point s'est pris les pieds dans le tapis pour Stroll. C'est vraiment dommage. En plus, cette chute au classement, ça représente même pas ce qu'il a fait le samedi. Franchement, c'est un peu dommage. Mais n'empêche, il s'est montré. Il a réussi à faire quelque chose d'incroyable le samedi. Il en a profité. Non, franchement, Stroll, c'est vraiment, si on met cette erreur de stratégie de côté, il a été excellent. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Et
Malheureusement, il est encore plus excellent que lui, c'est son coéquipier, c'est Pérez. Il était derrière, il a mené la course, il a tenu ses pneus comme il fallait. Il ramène un podium. Il termine deuxième quand même. Et, et, et je ne crois toujours pas qu'il sera sur la touche l'année prochaine. C'est incroyable ça. Après, je peux me dire qu'il il a peut-être fait une très bonne carte de visite s'il cherche un volant pour l'année prochaine chez Red Bull. Je parlais d'Albon tout à l'heure ou dans une autre catégorie, j'en sais rien. Non, là, Perez, il a été aussi bien du week-end. Il avait la pole provisoire avant, bien sûr, de se faire reculer par son coéquipier ou par Verstappen. Mais il a très bien géré. Non, non, je vous dis, c'est très regrettable que l'année prochaine, il soit vraiment sur la touche. Voilà, il a été très bon aussi. Enfin, non, très honnêtement, si on retire vraiment cette erreur stratégique pour Stroll, le Racing Point a vraiment réussi. Et de toute façon, vous le verrez après au classement, je peux vous dire, ils ont pris une sérieuse option par la troisième place. Oui. Il y en a qui ont aussi sauvé leur week-end. Et bah, c'est McLaren. Ah, franchement, ils l'ont sauvé leur week-end. La qualification, bonne pour la poubelle. En plus, avec toutes les pénalités qui sont prises, par contre, la remontée des pilotes en course, c'était juste génial. Voilà. Sainz qui fait un super départ, qui va profiter un peu de la cohue des premiers tours, des premiers virages. Il a réussi à remonter très progressivement. Non, franchement, Sainz il a été très bon aujourd'hui, tout comme Norris, qui lui, Norris, c'est pas mieux. Il revient quand même de très loin, mais pareil, il va remonter très progressivement sur le peloton, sur la course. Et pareil, il va aller rechercher des points, même si c'est pas grand chose, il va quand même rechercher. Non, c'est très bien de ce qu'ont fait les pilotes McLaren ce week-end. Ils ont sauvé leur course. C'est ça que je retiens. Ils ont sauvé les meubles, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Par contre, c'est la douche froide pour Renault. C'est vraiment les gros perdants du week-end. C'est les deux voitures qui se touchent involontairement au premier virage. Hein, Ricciardo qui est pris en sandwich entre Hamilton et Ocon. Ricciardo qui n'a pas tenu le coup après son tête à queue face à Norris. Là, il a vraiment tout perdu. Ricciardo, malheureusement, il a décroché sur la deuxième moitié de course. Et puis Ocon, qui est doublement perdant au premier tour. L'accrochage avec son coéquipier. Il y a eu Bottas aussi. Il a mis beaucoup de mal à remonter. C'est vraiment une déception de ce côté-là parce que lui, il est plutôt bon. Puis, on l'a déjà vu dans le passé. Et là, il termine loin. C'est vraiment la déception pour Renault. Qui marque qu'un seul petit point. Salut la troisième place. Je pense que ça va être ça. Après, on a encore 3 courses, dont une moteur. Donc, ça va être à surveiller. C'est peut-être pas encore fini pour la troisième place, mais je peux vous dire que maintenant, ils sont plus 3 pour la troisième place. Ils sont 4. Ils sont 4 parce que il y en a aussi qui reviennent, mais alors de très loin. C'est Ferrari. Ferrari, ils sortent de nulle part. Tu me diras, avec une voiture qui prend de l'eau depuis le début de l'année. Enfin, blague à part, Vettel a réussi sa course. Rien que son départ magnifique, remonté 4ème, 5ème, 4ème, 3ème. Non, franchement, Vettel, il nous a fait une course. Et dire que certains disent qu'il est fini, il est démotivé, tout ça. Non, aujourd'hui, il nous a prouvé une chose. Il est encore dans le coup Vettel. Même, je dirais même que Ferrari a pu profiter de cette course où tout le monde était en grande difficulté avec la piste pour revenir essayer de racoler à la tête. Et ça a vraiment marché. On voit vraiment que Vettel et Leclerc ont réussi à profiter de cette situation. Alors Leclerc, c'était aussi compliqué pour lui, surtout au départ, mais il aura quand même remonté au cours du classement. Il a signé beaucoup de meilleurs tours en piste. Il a très bien géré sa gomme. Il y a juste ce dernier virage
qui va... Ou bêtement, il perd son podium. Voilà, il est 3e. Il veut tenter le tout pour le tour sur Pérez pour essayer de terminer 2e. Il perd tout. Il perd le podium. Il termine 4e. Il était dans une colère noire. Mais vraiment, à l'arrivée de la course, c'est... Après, je vais vous dire une chose. Ok, Charles, t'as tenté un truc, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. T'as fait quelque chose de génial. Sur toute cette course, ok, tu fais une erreur idiote à la fin, c'est pas grave. Quand même, quand tu vois le résultat que fait Ferrari ce week-end, 3e, 4e, si certains ont mis de l'argent là-dessus, il doit avoir un sacré peu, elle, maintenant. On passe à la suite du classement avec Alpha Tauri. Alors, Alpha Tauri, c'est une course anonyme pour eux. Très loin du compte, en difficulté derrière, et surtout impossible à exploiter les pneus comme il faut. Ça a été un week-end compliqué pour Gasly et Kvyat. Enfin, les essais, ça a été... Mais alors, la qualification, nulle part. La course, pas mieux. Voilà, on les a plus vus, Alpha Tauri. On passe à l'autre Alpha Romeo qui, franchement, avait réussi sa meilleure qualification de la saison. Et même par rapport à l'année dernière, il faudrait comparer. Mais franchement, ils ont réussi à profiter de la pluie et des déboires des autres. Quand on voit les chronos de Raikkonen, Giovinazzi, on les a perdus. Ah, franchement, on les a perdus. Bah, déjà, entre l'erreur et l'abandon de Giovinazzi pour la course, et puis la descente au classement de Raikkonen, là, franchement, Alfa Romeo, c'est une bonne déception pour ce week-end. Ils étaient là et ben, ils sont plus là. Voilà, merci d'être venus. Hein. Non, c'est dommage. Les courses passent et se ressemblent pour eux. C'est une déception. Autre déception, anonyme, tout ce que vous voulez, c'est As. Alors, on avait Magnussen qui pouvait peut-être accrocher quelques points. Malheureusement, il va tout perdre sur une erreur de son équipe. Hein. Unsafe Rallies qui sont même obligés de ramener sa voiture au stand. Il s'arrête, il repart, il est obligé de s'arrêter aussitôt, mais juste après la sortie des stands. Donc, vous avez déjà les commissaires qui repoussent sa voiture, l'équipe qui ramène, qui resserre le roue. Bon, ça va, ils n'ont pas eu de pénalité sur ce coup-là, mais bon. De toute façon, il va abandonner, tout comme Grosjean d'ailleurs. Donc, course compliquée, anonyme pour As à nouveau. Et puis on va finir avec Williams qui a connu aussi une course compliquée également. Alors, ils ont tenté le coup de partir des stands sur une stratégie décalée. Mais pareil, pour eux, ils ont aussi tout perdu. Ils étaient un peu anonymes aussi. Bon, ils se sont quand même fait remarquer, mais que pour leurs erreurs en piste. Voilà, Voilà, en gros, si on doit refaire un bilan généralisé, on a une première partie du classement qui s'est bien montrée, et une deuxième partie qui s'est pas montrée. Voilà, c'est vraiment le contraste du week-end. Allez, sans plus attendre, on va passer au classement. Alors, pilote et constructeur, c'est bon, c'est joué, on n'en parle plus. Par contre, je vous recommande de ne pas hésiter à mettre sur pause quand vous allez arriver au classement pilote et constructeur, parce que dans le détail, ça commence à se resserrer. Et comme je vous l'ai dit, il ne reste plus que 3 courses, et ça s'annonce très intéressant, surtout pour les 4e, 5e places pilote, et pour la 3e, 4e et 5e place constructeur. Les classements, c'est maintenant. Lewis Hamilton, champion du monde avec 307 points, il sera plus rattrapé par Valtteri Bottas qui ne marque aucun point. Max Verstappen 170 points. Ça bouge derrière Sergio Perez 4ème avec 100 points devant Charles Leclerc 97, Daniel Ricciardo 96. Les pilotes McLaren se suivent avec 1 point d'écart, 75 pour Sainz et 74 pour Norris. Alex Albon 9ème avec 70 points devant Pierre Gasly qui en est toujours 63. En deuxième partie du tableau, Lance Stroll toujours 11ème avec 59 points devant Esteban Ocon qui en compte 40. Sébastien Vettel se rapproche du français avec 33 points devant Daniel Kvyat qui en compte 26. Et derrière le pilote russe, il n'y a pas de grande évolution.
Mercedes qui est déjà titré à Imola, 64 points avec plus du double des points de Red Bull qui en compte 240. Racing Point prend une sérieuse option pour la troisième place avec 154 points devant McLaren qui en compte 149. Pour une grande perdante avec 136 points se fait rattraper par Ferrari qui en compte maintenant 130. Et pas de grande évolution derrière, Alpha Tauri, suivi d'Alfa Romeo, Haas et Williams. Et il est temps de parler du septuple champion du monde, Monsieur Lewis Carl Hamilton. 7 titres en Formule 1 égalisant ainsi Michael Schumacher. Je vous mets les statistiques à l'image. Faites pause pour regarder 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. C'est son 4e titre consécutif. 265 Grands Prix, 94 victoires, 97 pole position, 163 podiums et 53 meilleurs tours. J'en passe dans son palmarès, mais vous voyez de ce que fait le pilote anglais depuis ses débuts. Quand je dis 265 Grands Prix, c'est vraiment depuis Australie 2017. Il n'y a pas une non-participation. C'est vraiment cumulé. Quand on a d'autres champions qui font des pauses, qui ont des non-participations, ou dans la Hamilton, c'est vraiment cumulé depuis 2007. C'est pour vous... D'ailleurs, ça serait intéressant de voir si c'est vraiment une série en cours pour un champion du monde. Ça serait... Peut-être que de ce côté-là, ça serait un record qui serait peut-être pas égalé de sitôt. Et puis quand même, c'est voir sur la saison 2020... pour voir que ce titre, il le mérite. Voici les stats de la saison 2020. Au sort de ce Grand Prix de Turquie, 10 victoires, 9 pole positions, 12 podiums. Il y a 6 meilleurs tours, 557 tours en tête, ce qui représente près de 2859 km en tête d'un Grand Prix cumulé. C'est juste impressionnant de voir cette domination d'Hamilton qui est, bien sûr, bien aidé par Mercedes également, hein, on ne va pas le nier, mais n'empêche, avec la course qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est pas la voiture vraiment qui fait la victoire d'Hamilton. Là, franchement, c'est le pilote. Ça a vraiment démontré son talent sur cette manière de gérer, de gérer sa voiture, de gérer ses pneus, de gérer sa course dans de telles conditions pour gagner. Je pense qu'il a vraiment pris son temps pour le faire et il a réussi. Voilà, c'est cette 94e victoire, elle est juste belle. Et aussi, contrairement à ce que j'ai annoncé sur Twitter, c'est sa 3e victoire sur les 7 titres qu'il décroche, c'est-à-dire 3e course avec laquelle il décroche un titre. C'est juste rare, tiens. Non, mais franchement, le parcours d'Hamilton, alors oui, il y en a qui peuvent plus supporter cette domination, que ce soit la sienne ou celle de Mercedes. Il y en a qui disent, il est vraiment aidé. Il y en a qui disent, c'est ça. J'en ai un peu marre de tous les critiques qu'on peut dire sur Hamilton, Mercedes, tout ça. Voilà, c'est. Il y a même Vettel qui reconnaît que, voilà, si Mercedes et Hamilton sont devant, c'est parce que nous, en parlant de Vettel, on a été mauvais. Ce qui est vrai. Mercedes, Ferrari sont mauvais. Ça fait longtemps qu'ils sont mauvais. Red Bull n'arrive pas à les arrêter parce qu'ils sont mauvais. Parce que voilà, Mercedes, Hamilton, ils bossent comme des tarés. À chaque fois qu'il y a un truc, ils se remettent en question et ils apprennent de ses erreurs. Ils y arrivent toujours. Voilà. Et puis, je voudrais bien revenir sur Hamilton, quand même, qui est quelqu'un qui vient de très loin, quand même. Quand on regarde un peu son parcours de pilote, ses débuts en karting, jusqu'à son arrivée en Formule 1, que ce soit aussi dans sa vie privée qui a été très compliquée, avec ses parents, ou même sa propre vie privée. Il y a... quand même, Hamilton, il force un respect. Franchement, il force un respect par rapport à ses origines, hein, de là d'où il vient. Les duels qu'il a connus depuis la Formule 3, le GP2, la Formule 1. Les coéquipiers qu'il a affrontés, que ce soit Alonso, Button,
Rosberg, Bottas. C'est fait de voir comment il s'est battu pour en arriver jusque-là. Les choix qu'il a fait aussi. Tout le monde critiquait son choix de partir chez Mercedes, mais regardez aujourd'hui, il n'y a plus rien à critiquer. On se dit, franchement, à l'époque, il a vraiment fait le bon choix. Quand on regarde comment il s'investit, que ce soit dans son équipe et même en dehors, la personnalité qu'il est, ses engagements, c'est quelque chose. Il y en a qui vont dire, il est excentrique, mais ce pilote, cette personnalité, qu'on a voulu peut-être un peu formater pour qu'il soit lisse, et qu'on voulait qu'il soit peut-être, je sais pas, peut-être un Michael Schumacher. Non. Et Lewis Hamilton, que ce soit par son palmarès, sa personnalité, il fait du bien à la Formule 1. Je dirais même, il fait du bien à tout le monde. Sérieusement, regardez l'impact qu'il a. Il arrive à faire changer la couleur de la voiture de son équipe par rapport au racisme qu'il y a dans le monde, les engagements qu'il prend, ces engagements politiques, écologiques, et tout ça, il force le respect. Voilà, Alors, on peut s'amuser à le critiquer, tout ça, mais bon, on critique avec quoi? Avec ça, notre cul posé sur un canapé ou un fauteuil. Et quand on regarde ce qu'il fait, franchement, quand on regarde ce qu'il fait, ses victoires, son travail, son investissement, on devrait se taire. Et on devrait dire bravo monsieur Lewis Hamilton. Ces titres, vous les méritez. Bon, de temps en temps, ça n'a pas été si propre que ça non plus, mais mais très honnêtement, il y en a qui veulent le comparer à Michael Schumacher, mais très honnêtement, moi j'ai pas connu la période de Michael Schumacher, de sa domination. J'ai même connu toute sa fin de règne. Moi j'ai commencé à suivre la Formule 1 grâce à Alonso et Renault. Alors bon, Schumacher, j'ai un petit peu suivi du coup. Mais très honnêtement, je préfère une domination Hamilton qu'une domination Schumacher. C'est plus humain, Hamilton. Franchement, c'est plus humain, c'est pas la machine, c'est autre chose. C'est pas du formaté, c'est pas du Michael Schumacher, c'est pas du Max Verstappen, c'est pas du c'est pas d'autres pilotes, c'est vraiment quelqu'un à part, c'est vraiment quelqu'un, celui Lewis Hamilton. Voilà, c'est et puis aussi son avenir, techniquement, il a toujours pas re-signé avec Mercedes. On sait pas si il va prolonger ou s'il va arrêter. On sait pas encore. Puis franchement, il arrête pas. Moi, je m'en moque. J'ai juste envie de voir où est-ce qu'il ira, quoi. De ce qu'il fera par la suite, parce que dire que j'étais pas fan de ce mec au début. C'est toujours pas fan, hein. Mais n'empêche de ce qu'il fait. Je me tais, puis voilà. Voilà, enfin, moi, je me tais. Je continuerai toujours à donner mon avis sur un Grand Prix. D'ailleurs, donnez votre avis sur ce week-end de course, ce Grand Prix, ce nouveau titre d'Hamilton, cette domination. En tout cas, cette vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter donc, et à partager la vidéo. On va se retrouver dans 15 jours pour les dernières épreuves qui auront lieu vraiment en dehors de l'Europe. Cette fois, on part dans les Émirats. Ça sera le Grand Prix de Bahreïn, le premier avant de suivre avec le Grand Prix de Sakhir et de Abu Dhabi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour suivre les actualités, le débriefing des formulas, c'est à suivre également sur Twitter, les directs, les actualités, tout ça et encore plus. Merci à vous, encore bravo Lewis Hamilton pour ce nouveau titre, merci, bravo et à bientôt.